bonjour tout le monde. Bien, comme vous l'avez vu tantôt, mon collègue, le député de Chauveau, a déposé un projet de loi pour plafonner les dépenses électorales à 4 millions de dollars. Vous l'avez vu pendant la période de questions, Mme Marois s'est refusée de se lever quand je lui ai demandé le montant qu'elle considérait raisonnable comme dépense électorale. Et M. Drainville n'a pas été capable de répondre non plus à la question. C'est quand même surprenant. On sait que Bernard Drainville travaille sur le dossier depuis un certain temps, avant de commencer à regarder le comment on pourrait financer plus avec la partie publique. Je pense que la première question à se poser, c'est quels sont les besoins, quelles sont les dépenses qu'on veut faire avant de regarder comment on collecte les revenus équivalents. Donc, ce que je comprends, c'est que le Parti québécois s'est pas penché sur la question, de savoir où ils veulent pas nous en parler, où ils veulent garder le plafond actuel de 11 millions et demi. Je vous rappelle que la Coalition Avenir Québec a, durant la dernière campagne électorale, dépensé 2,9 millions de dollars. On pense que c'est vrai qu'il y a certaines régions qui n'ont pas été visitées, mais avec quelques centaines de milliers de dollars de plus, on aurait pu très bien couvrir toutes les régions. Ce qu'il faut comprendre, là, puis on le voit, entre autres, dans la campagne américaine, c'est que de plus en plus, il y a beaucoup de publicité négative qui est faite. Puis la partie importante du budget des dépenses électorales, c'est la publicité. Donc, je pense qu'on a aussi une question de fond à se poser au Québec. Veut-on avoir de plus en plus de publicité négative ou si on veut un vrai débat d'idées? Donc, nous, on pense que c'est important de limiter les dépenses électorales. On pense aussi, évidemment, que en laissant un maximum très élevé à 11 millions et demi, ça incite certains organisateurs à mettre beaucoup de pression sur ceux qui financent les partis politiques. Puis ça amène les problèmes qu'on a vus de gens qui s'attendent à avoir un retour d'ascenseur en échange du financement. Donc, on est d'accord avec la proposition du Parti québécois de limiter à 100 $ par personne le financement des partis politiques, mais on pense là que c'est inutile ou en tout cas incomplet de se pencher sur cette question sans regarder quel est le plafond total des dépenses électorales. Sur quoi se base votre chiffre de 4 millions et est-ce que vous seriez prêt à peut-être couper la poire en deux puis à hausser ça disons, à 8 millions? On est ouvert à en parler, mais vous voyez, 4 millions, ça veut dire que chaque parti politique aurait besoin de ramasser 2 millions, étant donné qu'il y a 50 % qui est remboursé par le directeur général des élections. Maintenant, sur le 2 millions, une des propositions, là, que je pense que Bernard Drainville va dans ce sens-là, c'est de dire le 75 % qui est remboursé à l'individu qui finance le parti politique, est-ce qu'il ne pourrait pas être donné directement au parti politique? Ça veut dire que le parti politique pourrait ramasser 500 000 $, recevoir 1,5 million de la part du DGE pour l'équivalent de ce qui était donné autrefois directement aux contribuables comme individu. Et donc, ce serait un chiffre qui est beaucoup plus raisonnable. Je pense que ça viendrait limiter les tentations de certains de se faire corrompre. Donc, puis on l'a vécu, là. C'est pas comme si on lançait un chiffre en l'air. On a vécu, vous l'avez vu, je pense, une bonne campagne électorale avec des bons autobus pour les journalistes et d'avoir quand même aussi, on avait un budget de publicité d'à peu près 1 million de dollars. Donc, je pense que c'était raisonnable. On a réussi à faire connaître nos idées. Donc, je pense que si le Parti québécois est vraiment sincère dans son objectif d'assainir les mœurs politiques, il doit considérer un plafond électoral. Est-ce que vous allez lier les deux, c'est-à-dire donner votre appui à la baisse des contributions seulement à la condition qu'il y ait un plafonnement ou vous traitez ça de deux dossiers séparés? Je ne veux pas commencer à faire ce genre de menace. Ce qu'on veut, c'est d'être capable de faire avancer les choses, mais encore là, je pense qu'on va voir le sérieux du gouvernement s'il va jusqu'au fond. Aujourd'hui, il a déposé un projet de loi là, où on parle de mieux qualifier les fournisseurs. Mais je veux dire, le problème, là, il commence aussi avec le financement politique. Et puis,
faut être capable de regarder l'ensemble du dossier. Mais ils sont distincts, puis on est prêt à collaborer. Ça n'empêcherait pas que circulent des enveloppes brunes ou de l'argent sale. Ouais. Vous mettiez mais 4 millions. Mais il faut comprendre, là, que le montant le plus important dans le 11,5 millions qui est dépensé, ou dans l'argent qui est dépensé par les partis politiques, c'est la publicité. Comptons-nous pas d'histoire quand j'entends Mme Marois ou Bernard Drainville dire c'est parce que vous n'êtes pas allé en Abitibi. Écoutez, c'est une farce, là. C'est pas sérieux. Le gros montant, c'est la publicité. Là. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut mettre en publicité. Donc, ça, là, on a besoin de payer avec des chèques, à moins que certains médias prennent le cash. Là. Je pense que ça prend un chèque. La proportion de l'argent qui est utilisé en publicité? Je pense que c'est la majeure partie. Il faudrait poser la question au Parti québécois. Nous, de notre côté, c'était 1 million sur 2,9. Mais si on avait eu plus d'argent, disons si on avait eu 1 million de plus, ça aurait été surtout à la publicité. Je pense qu'à un moment donné, une fois qu'on a nos autobus, nos pancartes, l'important, c'est surtout la publicité. En limitant les contributions à 100 $, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir un effet pervers, non voulu, justement, de favoriser les enveloppes brunes, parce que 100 $, là, ça se ramasse pas vite? C'est au contraire, il peut y avoir plus de prête-noms. Il peut y avoir, à un moment donné, si, comme certains l'ont montré, on demande à un entrepreneur de collecter un certain montant, puis là, qu'il demande à ses employés, là, il va être obligé de demander à tous ses voisins de rue de mettre l'argent. Donc, moi, je pense que c'est au contraire, ça prête flanc à avoir encore plus de prête-noms. Monsieur Legault, excusez-moi, c'est juste parce que c'est pas clair. Vous dites que oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça favorise davantage le système des prête-noms? Parce que si on veut ramasser 11,5 millions, ça change pas, ça. Il faut que le parti politique ramasse un certain montant. Donc, s'il les ramasse par 100 $ au lieu de par 1 000 $, il va avoir besoin de plus de personnes qui fournissent. C'est bon pour briser le système de prête-noms, là. Moi, je pense que ça aide à réduire le risque d'avoir des prête-noms, absolument. Monsieur Legault, sur le discours d'ouverture de Mme Marois, est-ce que vous allez voter pour la motion? Bon, moi, j'ai été très clair, là, on n'ira pas défaire un gouvernement sur un discours. Par contre, s'il y a des mesures dans un budget qui sera déposé d'ici le 15 novembre qui ne font pas notre affaire, on n'hésitera pas, puis les 19 députés vont être en chambre. La coalition Avenir Québec a été élue avec 27 % de support par des personnes qui souhaitent qu'on réduise les dépenses, qui souhaitaient aussi qu'on réduise les impôts de la classe moyenne. On ne peut pas aller voter pour un budget qui fait exactement le contraire, c'est-à-dire qui augmente les impôts. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne vais pas voter contre, mais je crois, moi, que je m'attends à ce que le gouvernement recule, qu'il fasse une troisième proposition, ou que le Parti libéral avale les couleuvres parce qu'ils n'ont pas de chef. Mais nous, on reculera pas. Vous allez présenter moins de monde en chambre? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que moi, je suis convaincu qu'on va trouver une façon de s'arranger avec le gouvernement pour que dans le discours, peut-être, on ajoute ou qu'on fasse des ajustements d'une sorte ou l'autre. Mais il reste qu'un discours. Là, on n'ira pas défaire un gouvernement sur un discours. C'est des intentions. Comme je le disais hier, je suis très surpris qu'on nous dise d'un côté, j'ai un trou d'1,6 milliard, mais de l'autre côté, aucune mesure pour réduire les dépenses, puis peut-être je vais vous déposer un budget. C'est pas bien sérieux là, dans un discours inaugural. Disons qu'il manque d'informations dans le discours inaugural. Vous pensez de l'idée qui semble vouloir que le gouvernement dépose un budget avant le 15 novembre, pour être adopté avant les fêtes, qui va inclure l'année fiscale 2013-2014. Écoutez, si on est prêt à déposer des mesures qui vont s'appliquer pour les 5 mois qui restent, puis pour les 12 mois suivants, si ce sont des mesures intéressantes, on est ouvert à cette façon de faire, là. Je pense que le Parti québécois va sûrement vouloir, rendu au mois de mars, réviser ses propositions. Je suis pas certain qu'ils vont vouloir déposer un budget qui va courir 2013-2014, mais on est ouvert. On est ouvert. Nous, ce qui est important, là, c'est qu'il y a un coup de barre à donner au Québec. On a déposé une liste de 2,1 milliards de dépenses qu'on pense qui pourraient être réduites au Québec. On pense que c'est primordial si on veut être capable de soulager la classe moyenne
puis être capable aussi d'atteindre l'équilibre budgétaire l'année prochaine. J'ai entendu, comme vous, ce matin, là, qu'on dit que le plan n'est pas changé. J'étais surpris de voir sur la dette, par contre, là, qu'ils disent que le plan n'est pas changé, mais là, il leur manque 13 milliards parce qu'ils n'augmenteront pas les tarifs du bloc patrimonial. On n'a pas d'informations. Franchement, là, pour moi, là, c'est la confusion totale pour ce qui est des finances publiques. Ce qu'ils vous ont dit jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous entrevoyez comme mesure qui pourrait être prise? Est-ce que ce sont des coupures au niveau des dépenses actuelles qui va être la solution à tout cela? Ben, moi, mon inquiétude, là, c'est que Mme Marois a une facilité à augmenter les impôts plutôt qu'à réduire les dépenses. Et mon inquiétude, c'est que là, ça s'applique à certaines catégories d'individus, là, avec des salaires de plus de 100 000 $. Mais j'ai peur que la prochaine fois, ça s'applique à plus de personnes. Est-ce que ça sera des impôts, des taxes, des tarifs? Vous savez, il n'y a pas 56 000 manières de balancer un budget. Hein? On augmente les revenus, donc les impôts ou les taxes, ou on réduit les dépenses. C'est les deux seules façons que je connais d'arriver à l'équilibre budgétaire. Donc, ils n'ont pas l'air partis là, pour réduire les dépenses. Et puis, moi, je suis inquiet. Sur le projet de loi 1, trouvez-vous que ça va assez loin ou au contraire, il y aurait encore des failles dans ce projet de loi-là? D'abord, on va en prendre connaissance de façon détaillée. On vient de l'avoir en même temps que vous. Donc cet après-midi, Christian Dubé va vous donner les détails et nos réactions complètes. Par contre, ce que je vous dirais, bon, on peut pas être contre le fait là qu'on resserre la liste des fournisseurs qui sont autorisés et à Québec et dans les municipalités. On peut pas être contre ça. Mais ce qu'on voit a priori, c'est que c'est très incomplet. C'est pas comme ça qu'on va régler tous nos problèmes, là. Qu'est-ce qu'on fait avec la partie politique? On parlait du plafond des dépenses électorales. J'ai bien hâte de voir aussi ce qui va se passer avec la partie syndicale. Hein? On a entendu hier qu'il y aurait une nouvelle formule pour retrouver la paix syndicale, pour ce qui est du placement syndical. Ça m'inquiète d'entendre ça, là, parce que je pense que c'était un geste courageux qui avait été posé par Lise Thériault de transférer le placement syndical à la CCQ, là, que nous prépare le Parti québécois avec ses petits amis de la FTQ. Ça, il faut voir aussi qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là. Puis que fait-on pour intervenir dans les municipalités quand un maire est accusé? J'ai pas, a priori, vu rien là, dans le projet de loi. Pensez-vous qu'un entrepreneur qui est accusé, mais non pas encore reconnu coupable de fraude, devrait justement être exclu de la liste? Parce que là, en ce moment, dans le projet de loi, c'est pas le cas, c'est seulement ceux qui seraient reconnus coupables. Bien, on a un système de droit au Québec, là, quand même, où on a la présomption d'innocence. Par contre, il faut voir justement là que son passé aussi au niveau de l'exécution des travaux. Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive continuellement avec des extras? Je pense qu'il y a différentes façons de regarder les fournisseurs pour qu'ils soient mieux encadrés. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une vraie compétition entre les fournisseurs. Donc, et pour ça, il faut aussi qu'il y ait des gens d'expérience, des gens qui soient compétents au ministère des Transports. Et encore là, j'avoue, là, puis bon, pour en avoir déjà discuté lorsque j'étais avec eux, le fait de se dire actuellement, le ministère des Transports a perdu au cours des dernières années tous ses ingénieurs avec expérience parce que le salaire n'était pas compétitif avec le privé. Là, ce qu'on dit à ça, là, ce que le Parti québécois prend comme solution simpliste, on va créer une agence. Puis dans une agence, la convention collective ne s'applique pas, donc on va pouvoir payer les salaires qu'on veut. Par contre, on prend une certaine distance en créant une agence par rapport à un ministère. Au moment où on a besoin d'avoir plus de contrôle que jamais, moi, je comprends pas que le Parti québécois n'ait pas eu le courage de s'asseoir avec les syndicats puis de dire, écoutez, là, on n'est pas, on vit dans un système capitaliste où il y a l'offre et la demande. Puis si on donne une augmentation de salaire aux ingénieurs parce qu'on n'est pas capable de les recruter, on n'est pas obligé de donner une augmentation de salaire à tous les employés de l'État. C'est le système de négociation mur à mur qu'il faut avoir le courage de remettre en question. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir que Mme Marois va toucher à ça.